Le débat autour de la révision du changement de la Constitution refait surface en RDC avec cette fois-ci une forte intensité. Pendant ces temps, des réactions fusent de partout. La dernière en date, je vais comme ça la dire, c'est la réaction de l'honorable Steve Mbika qui estime dans sa carte blanche que les saluts du peuple, je vais dire, demeurent la loi suprême, comme pour appuyer le changement ou la révision de la Constitution, n'est-ce pas là, fustigé par Modeste Bahati Lukwebo. Madame, Messieurs, au cours de cette émission, on va aussi parler de l'attaque des Goma qui fait l'actualité. L'acteur politique en a aussi réfléchi. Il est avec nous sur ce plateau. Honorable Steve Mbika, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Président du parti politique PT, Parti travailliste, ancien ministre, actuellement député national. Comment vous commentez l'attaque de Goma? Vous savez, d'abord, je voulais commencer par dire que j'avais accepté de venir à votre émission parce que j'avais en principe affronté un ou deux leaders politiques de l'opposition, n'est-ce pas, autour des questions d'actualité. Exactement. Pendant 24 heures, vous avez cherché, recherché, vous n'avez pas trouvé. Donc, voilà pourquoi j'y viens seul, mais j'aurais voulu bien croiser le fer avec nos compatriotes. Nous vous promettons que nous allons les faire. Leaders politiques de l'opposition. C'est très facile, quand on déclare seul, on écrit seul, mais il faut s'affronter, n'est-ce pas, pour éclairer l'opinion nationale. Alors, par rapport à ce qui s'est passé à Goma, Virgile disait, si je ne peux pas fléchir les dieux, eh ben, j'aimerais les enfers. Cela veut dire que si on ne sait plus obtenir les résultats par une voie normale, eh ben, on peut passer par une voie détournée. C'est la stratégie de la diversion, ou ce qu'on peut appeler shifting point, c'est-à-dire chercher à déplacer l'attention de l'opinion sur autre chose que sur le terrain où on perd, n'est-ce pas, ses plumes. Alors c'est le cas aujourd'hui avec le Rwanda et le M23, avec tout ce qu'on a connu comme sanctions début mars et tout ça. Ils sont tellement en difficulté qu'il fallait créer un incident pour, n'est-ce pas, déplacer l'opinion internationale. Comme on sait très bien que, avec la sagacité du chef de l'État sur le plan diplomatique, le Rwanda, M23, ils sont tellement acculés. Alors, parce que les relations sont tellement bonnes avec cette communauté internationale, alors il fallait créer un incident. Et créer un incident en tuant cette dame humanitaire française. Question de chercher des bruits entre Kinshasa et Paris et surtout mettre l'RDC sur le banc d'accusés de la communauté internationale. Donc, comme on dirait, il n'y a pas d'action sans intérêt. Eh bien, quel intérêt aurait la RDC qui est en bonne posture aujourd'hui d'aller tuer une diplomate française? Cette question pourrait être posée aussi de l'autre côté. Je vais venir, oui. Quel intérêt aurait l'FCM 23 de tuer une humanitaire française? Non, aurait l'intérêt de faire en sorte que la RDC qui est en bonne position aujourd'hui soit condamnée. Aurait intérêt à déplacer l'attention, n'est-ce pas, sur les vrais problèmes de l'agression, n'est-ce pas, rwandaise et sur le retrait de leurs troupes sur un autre sujet à terre internationale. Eh bien, comme on dit, il n'y a pas d'action sans intérêt. Donc, je l'ai dit, nous, RDC, nous n'avons aucun intérêt à nous mettre sur le dos la communauté internationale. Par contre, le M23 qui est, n'est-ce pas, acculé avec les Rwandais, ont tout intérêt. Alors, voilà. Donc, on ne peut pas poser une action sans intérêt. Nous, on ne peut pas aller, n'est-ce pas, bombarder la résidence des humanitaires, parce que c'est clair que le M23 ne peut pas se réunir là-dedans. Nous l'avons fait et ça a coûté la vie à Willy Ngoma. Bien sûr, là, c'est la guerre, ok? Nous avons intérêt. Dans ces cas, comme je l'ai dit, vous apportez l'eau à mon moulin, c'est-à-dire nous avions intérêt, nous sommes en guerre contre le M23, à pouvoir bombarder le M23. Et d'ailleurs, si on en a l'occasion, on le ferait, même à Goma.
si on a l'occasion de pouvoir décapiter, n'est-ce pas, l'M23 de sa tête, ça serait même plus bénéfique pour l'RDC, c'est-à-dire on ferait l'économie du sang. Alors, parce que quand vous décapitez... du cessez-le-feu, puisqu'on a dit les deux parties doivent respecter les cessez-le-feu. Non, mais je crois que c'est une aberration, cette affaire, c'est le feu. Si nous étions en guerre ouverte avec le Rwanda, et qu'il y avait des troupes de part et d'autre, nous pouvons parler, c'est le feu. Ici, comme l'a si bien dit d'ailleurs les États-Unis, l'RDC est en droit de se défendre. Comment voulez-vous que vous venez, n'est-ce pas, dans ma parcelle, vous occupez également une portion de la terre, et vous me demandez, non, arrêtons-nous là, chacun dans son coin, non. Donc le fait, à mon humble avis, c'est une aberration côté congolais, parce que nous sommes en droit de nous battre pour récupérer. Nous avons souscrit à cela, honorable. Bien sûr, on a souscrit à cela, mais eux-mêmes déjà ne respectent pas. C'est le feu. On l'a vu, ils ont continué plusieurs fois à les violer. Alors quand eux les violent, nous répliquons. Et quand nous répliquons, ils crient au massacre des civils. Pendant tout ce temps, donc, ils n'ont cessé de dire, chaque fois qu'ils sont pilonnés par les forces lolaïstes, ils disent toujours, voilà, Kinshasa est tenté de bombarder les civils. Quel intérêt aurait le gouvernement congolais à tuer les civils congolais? Aucun. Donc, dans le cas de Willy Ngoma, c'était une attaque normale qui, d'ailleurs, est encouragée à poursuivre parce que le combat sur le front fait que les civils vraiment perdent de vie. Alors, si on peut réussir, n'est-ce pas, à déstabiliser l'ennemi en le décapitant, vous savez, quand les fourmis sont en ligne, quand celle qui est en tête est neutralisée, les fourmis se dispersent. Et c'est la meilleure stratégie. C'est ce qu'est d'ailleurs attendent de faire les États-Unis avec l'Iran. Donc, s'attaquer, n'est-ce pas, au chef spirituel de l'Iran pour déstabiliser. Mais dans le cas de l'Iran, c'est différent parce que l'Iran travaille, ce n'est pas une idéologie. Quand le groupe a une idéologie, une structure, n'est-ce pas, bien faite, c'est difficile. Même quand vous décapitez la tête, eh ben, d'autres vont venir. Or, dans le cadre de M23, ils n'ont aucune idéologie. Il s'agit là des Congolais qui sont instrumentalisés par Kigali pour donner un visage congolais, n'est-ce pas, à son forfait. Alors, si vous décapitez aujourd'hui la direction, n'est-ce pas, du M23, ça va prendre du temps. C'est ce que le M23 dit d'ailleurs, que cette attaque visait ou ciblait les responsables militaires et policiers. Ce qui est normal. Quoi de plus normal? Si c'était nous, on les viserait eux. On ne viserait pas les humanitaires. C'est ça la différence. Vous voyez? Donc, c'est une preuve de plus que ce n'est pas nous qui sommes à la base, n'est-ce pas, de cette attaque, comme je l'ai dit si bien, dans ma carte blanche numéro 194, que j'invite, n'est-ce pas, les gens à aller consulter, lire, pour comprendre ce que j'appelle la stratégie de shifting point, c'est-à-dire déplacer, n'est-ce pas, l'attention de la communauté internationale sur un autre sujet, qui est le sujet principal, qui consiste à ce que le Rwanda M23 a pris bagage. Alors, cela s'appelle donc de la diversion. Dernière question liée à cette carte blanche. Cette attaque vient ralentir le processus visant à obtenir un couloir humanitaire, surtout qu'on cible une humanitaire française. Non, ça ne peut pas le faire, sinon nous tomberions, n'est-ce pas, dans le piège des agresseurs. Nous avons intérêt à ce que nos populations soient secourues. On n'a aucun intérêt à brouiller un couloir humanitaire. Bien au contraire, c'est la partie d'en face qui peut tirer profit de cela. Un message au gouvernement relativement à ce qui s'est passé le 11 mars. Non, moi j'encourage notre gouvernement dans sa politique actuelle. Vous savez, dans ce pays, nous avons connu le régime Mobutu, nous avons connu le régime Kabila père, Kabila fils, et maintenant Tshisekedi. C'est ce qui me renvoie un tout petit peu déjà à la carte blanche précédente, 193. Très bien. N'est-ce pas? Mais quand vous voyez la façon dont Félix Tshisekedi gère cette question de l'Est, eh ben, il y a vraiment une innovation. Les choses, les lignes bougent si bien qu'à l'horizon se pointe une victoire, se pointe la fin
ces agressions. Ce que je peux envoyer comme message, ce n'est qu'un encouragement au chef de l'État, à son gouvernement, pour continuer à me lancer et surtout continuer plus à engranger des victoires sur le plan diplomatique, comme nous avons réussi d'ailleurs à faire libérer Uvira à un coup de feu. Et je pense aussi qu'avec cette diplomatie dynamique, nous allons aussi libérer le reste des territoires occupés par l'étranger sans beaucoup de coups de feu. Changement de la Constitution. J'aimerais vous poser une question d'abord transversale sur la prise de position de Bahati Lukwebo, qui a récemment il s'est opposé au changement de la Constitution. Et donc, comment vous interprétez cette sortie médiatique dans un contexte où la majorité politique actuelle ne parlait pas le même langage? D'abord, je ne voudrais pas, comme d'ailleurs je l'ai dit dans cette carte blanche 193, ce n'est pas le moment d'aborder la question sur la Constitution. Eh ben, j'y renvoie donc dos à dos les zélotes de deux camps qui ont fait venir ces débats comme un cheveu dans la soupe. Ce n'est pas le moment parce que du moment où nous avons des bons échos qui nous viennent du front, quand nous commençons avec le vacarme sur les fonds constitutionnels, nous sommes en train de noyer, n'est-ce pas, l'actualité qui est en notre faveur, n'est-ce pas, qui concerne les prouesses de nos FARDC au niveau de l'Est, qui concerne les prouesses de l'RDC sur le plan diplomatique. Quand ça ne tienne, parce que eh ben, les gens ont commencé, alors je peux dire un mot. On a bâti, c'est un acteur politique, n'est-ce pas, un parti politique, on ne peut pas lui dénier le droit de pouvoir s'exprimer. C'est votre ancien allié. De pouvoir dire ce qu'il pense. Mais seulement, il y a une nuance. Parce que lui, il est au cœur du système de l'Union sacrée. Il est au présidium de l'Union sacrée. Il a tous les moyens de pouvoir s'exprimer. C'est différent, par exemple, de moi. Vous voyez, moi, je me suis battu pour avoir un espace à l'Union sacrée afin de pouvoir contribuer avec des idées. Je ne l'ai pas eu. Je me suis résigné. Et je me suis dit, bon, je peux pas continuer à parler de ce qui ne va pas sur l'espace public. Eh bien, je me suis contenté de rester dans la périphérie de l'Union sacrée. Très bien. Ça n'empêche que, eh ben, par mes idées, qui sont de pondre quotidiennement, qu'on puisse même à 1% les utiliser pour consolider la famille politique et pour, n'est-ce pas, requinquer notre gouvernement. Ce qui est différent maintenant de Honorable Bahati, parce que lui, il est au cœur du système. Eh ben, il a tout le temps de pouvoir s'exprimer de l'intérieur. Mais sortir de ces cadres et prendre l'option défendue par l'opposition, c'est quand même un contraste. Parce que nous avons un chef de file qui est le président de la République, qui est la grande autorité, n'est-ce pas, de notre famille politique. Quand lui prend position, eh ben, nous sommes obligés de nous aligner. Ce n'est même pas, c'est pas la dictature. Hein? C'est comme ça en politique. C'est comme ça en politique. Le magister Dixit. Je vous donne un exemple. Tout dernièrement, le Congrès américain a condamné la façon de faire de Trump, notamment au Venezuela, et aussi la guerre engagée, n'est-ce pas, avec l'Iran. Et le Congrès lui a dit qu'il n'a pas le droit de le faire sans passer par eux. Alors quand on est parti au Sénat, où le Parti républicain est majoritaire, les républicains ont aussi pris un article de la Constitution pour dire que Trump avait raison de le faire. Parce que quand on a une majorité, eh ben, la majorité sert à consolider, n'est-ce pas, le chef de file, pas à l'affaiblir. Mais quand, même moi, bien que n'étais pas dans un créneau où je peux m'exprimer au Union sacrée, je ne peux jamais aller à l'encontre des positions prises par le chef de file. Parce que tout le monde peut tomber, nous serons debout. Le Premier ministre peut tomber, des ministres, que sais-je encore. Mais quand le numéro 1 tombe, nous tombons avec lui. D'où nous avons intérêt à le renforcer. Même s'il peut y avoir une erreur commise de sa part, eh bien, nous ne pouvons pas le dire. On peut passer par la voie des notes techniques pour faire passer notre message. Mais venir défendre l'option qui est défendue par l'opposition, alors que le président, en son temps, a eu à dire que personne ne peut lui empêcher, lui garant de la nation, de pouvoir engager des réformes constitutionnelles. D'ailleurs, c'est son droit constitutionnel qui lui est reconnu par notre constitution aujourd'hui. Qui peut l'empêcher de faire ça? Dès lors qu'il a pris cette position, on a Bahati ne pouvait pas
contredire publiquement. Je sais que l'honorable aussi, je respecte ses ambitions. Il caresse ses ambitions présidentielles depuis longtemps. Même quand nous étions au FCC, j'ouvre la parenthèse, hein, pour dire, vous voyez, moi par exemple, quand j'étais au FCC, on m'avait jamais vu faire une déclaration publique. Et je n'écrivais pas comme j'écris aujourd'hui. Parce que moi, j'ai ma plume pour défendre le système, parce que j'avais un créneau pour m'exprimer. Mais bien avant, dans d'autres plateformes où j'étais. Alors, si je n'ai pas cette ouverture, n'est-ce pas, pour m'exprimer de façon, n'est-ce pas, à l'interne, je l'ai fait en dehors. Mais est-ce que lui ne peut pas le faire. Je voulais dire que son ambition présidentielle date depuis FCC. Vous savez qu'en 2018, le FCC avait déposé sa candidature à 1 heure de la fin du dépôt de candidature à la CENI. C'était pourquoi? Parce que tout le monde savait que Honorable Bahati voulait bien être candidat président de la République. Il avait son dossier déjà bien préparé et il attendait, n'est-ce pas, les quitus pour déposer. Et d'ailleurs, il avait fait une déclaration pour dire, je suis discipliné, si le président Kabila désignait un dauphin, je vais m'incliner. Parce qu'il était conscient que ça serait lui. Parce que le président Kabila avait donné l'espoir à plusieurs personnes. Alors c'est comme ça que on l'a pris de court en déposant ses candidats, en désignant Chadari à 1 heure du dépôt. C'était pour le bloquer. Et je sais aussi que il a le droit d'ambitionner, n'est-ce pas, la présidence. OK. Mais moi, le conseil que je peux lui donner, c'est que nous sommes dans un sous-continent. Si réellement il caresse cette ambition, il serait mieux de prendre ses distances par rapport à la majorité pour bien se préparer. Parce qu'il ne peut pas chercher à garder le beurre et les gens du beurre. C'est-à-dire rester au Seigneur sacré, engager autant d'avantages et se préparer pour affronter la union sacrée. Non, c'est visible qu'il a cette ambition. Ce qui est tout à fait un droit légitime. Voilà pourquoi je lui conseille, au lieu de créer des années au sein de la famille politique, il ferait mieux carrément se démarquer et puis de prendre une autre position pour se préparer à affronter le candidat, n'est-ce pas? Est-ce que sa prise de position ne traduit pas le manque de débat au sein de l'Union sacrée? Puisque si cette question était évoquée en interne, il aurait émis sa position en interne. Je ne peux pas le dire, parce que, comme vous savez, moi, je n'ai aucune fonction à l'Union sacrée et je ne suis même pas habilité à parler au nom de l'Union sacrée, ce que je ne ferai pas d'ailleurs, mais je peux commenter en tant que membre de la famille politique. Je ne peux pas le savoir. Je ne sais pas si au niveau du présidium, ils ont cet espace d'expression ou pas. Et même si ce n'est pas, comme je l'ai dit, eh ben, il ferait mieux de faire une note. Et d'ailleurs, il a le téléphone du président de la République. L'appeler et donner son avis. Moi, vous savez que j'étais le dernier à quitter le FCC pour l'Union sacrée. Vous savez pourquoi? C'est parce que pendant que les gens quittaient le FCC, moi, je travaillais à l'intérieur. J'avais appelé le président Kabila pour lui donner un conseil. Je n'ai pas dit ça publiquement pour lui dire, comme le président Sekedi tend la main pour qu'on règne l'Union sacrée, je vous conseille que tous nos regroupements, nous puissions tous rejoindre l'Union sacrée. Quelle est la conséquence? La conséquence est que on va lui reconnaître, lui, comme seul numéro 1 du groupe, mais le FCC garderait sa primature. Parce qu'à l'interne, il sera toujours majoritaire. Vous avez même dit que FCC cache ses 50 ans au pouvoir. Oui. Alors, maintenant, le président Kabila était d'accord. Il m'a demandé d'en parler avec Tibanda. Et moi, je suis là voir Jeannette Kabila pour lui faire cette proposition. Il a promis de me répondre après. Et quand je suis parti à Pokoki voir Tibanda a estimé qu'il fallait qu'on bascule à l'opposition. Alors, avant de partir, j'ai écrit au président Kabila pour lui dire au revoir. J'ai notamment appelé Tibanda pour lui dire que je partais. Voilà la bonne façon de faire les choses. Je le dis parce que je sais qu'on a bâti à le contact du chef de l'État. Il pouvait l'appeler, lui faire un message, donner son idée. OK, même si au sein du présidium, il n'y a pas cet espace d'échange. Mais faire comme il a fait, c'est un peu briser la discipline du groupe. Ce n'est pas du tout intéressant. Vous estimez que ces débats ne devaient pas avoir lieu maintenant, mais puisque ça refait surface, je vais dire, avec une forte intensité, quelle est la position du PT que vous engagez
sur la révision ou les changements à la Constitution? Bon, Position claire de votre parti. je crois que je suis la personne la mieux indiquée pour donner une réponse à cette question. Parce que au Congo, et je suis le premier à avoir lancé le débat sur la révision ou le changement de la Constitution depuis 2020. J'ai même eu, dans le cadre de mon parti, Parti travailliste, et de mon regroupement Front patriotique 2023, à sillonner la République à mes frais, n'est-ce pas, pour récolter les signatures, afin d'en avoir plus de 100 000, pour demander qu'il y ait une révision constitutionnelle. Et ces signatures avaient été déposées sur la table du président de l'Assemblée nationale, mais on nous a tout simplement ignorés. Et j'ai été voir le président pour lui dire, nous sommes de la majorité, nous sommes en droit de pouvoir engager des réformes en un moment non suspect. OK? Parce que là, c'était encore le premier mandat. En 2020. Voilà, personne ne pouvait dire que voilà, ces gens veulent s'éteindre au pouvoir. Mais malheureusement, et la majorité, notre majorité, et l'opposition, tout le monde a ignoré ces démarches. Et il est tombé caduc. Voyez-vous? Donc, je suis bien placé pour en parler. Et vous savez, ceux qui disent non à la révision ou au changement de la Constitution sont des Congolais. C'est leur droit aussi. Nous sommes en démocratie de s'exprimer. Et nous, c'est notre droit. Mais il faut maintenant que sur des idées jaillissent la lumière. Voilà pourquoi j'avais voulu, comme je l'ai dit tout au départ, croiser le fer ici avec un acteur de l'opposition. Ça viendra, ça viendra. De l'opposition. Alors, une question est simple. Est-ce que notre Constitution a quelques failles ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre pour me dire que non, la Constitution elle est parfaite, il n'y a aucune faille? Mais comme toutes les constitutions du voilà. monde, et c'est pour cela c'est pour cela qu'on prévoit des révisions constitutionnelles. Exactement. Mais d'où vient que quelqu'un dise qu'on n'a pas le droit de réviser alors que c'est notre droit le plus légitime, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour moi, pour le PT, pourquoi est-ce qu'on voulait le changement ou la révision? C'est parce que notre constitution qui a été, n'est-ce pas, le constitution primaire de la constitution 2006, n'est-ce pas, au niveau de belligérant, avait apparemment créé autant d'institutions pour donner du travail aux courtisans et puis aux membres des partis politiques. On a créé tellement d'institutions qui n'ont pas d'impact réel sur la vie des Congolais, de la population. J'en veux pour preuve les dédoublements, n'est-ce pas, des institutions. Quand je prends le Sénat fait double emploi avec l'Assemblée nationale. Évidemment, on peut bien avoir un parlement bicaméral, mais il faut voir le contexte. Notre contexte, c'est un contexte de crise. On ne peut pas avoir une chambre qui fait le travail d'une autre chambre. Même travail. Parce qu'on vote les lois, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand il y a divergence entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est la position de l'Assemblée nationale qui passe. Oui. Mais pourquoi le Sénat? Et le Sénat consomme autant de milliards chaque année. Plus que vous, Assemblée nationale. Et puis ces milliards peuvent servir à équiper les écoles. Nous avons des écoles qui n'ont pas assez de bancs avec la gratuité de l'enseignement et là, coup de chapeau de l'État par rapport à cette gratuité qui a permis à des millions d'enfants d'aller à l'école. Mais on peut acheter combien de bancs avec des milliards engloutis au Sénat? On peut construire combien d'écoles? Eh bien, on peut doter combien d'écoles de manuels scolaires? Voyez-vous, on peut équiper les hôpitaux avec combien de lits? Mais ce sont des dépenses, à mon avis, improductives. Je prends l'exemple de CESAC. Mais CESAC joue le rôle que jouerait, par exemple, une direction du ministère de la Communication. Je prends, n'est-ce pas, la Commission nationale des droits de l'homme. Eh bien, nous avons d'un côté un ministère des droits humains. Qu'est-ce que fait cette commission depuis qu'il est là et qu'est-ce qui a changé? Mais on engloutit autant d'argent chaque mois et chaque année. Nous avons le Conseil économique et social. Quel est son impact? Même, on peut même interroger sous la rue les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'on connaît même ça? Mais ça consomme combien d'argent? Nous avons la commission
nationale dite indépendante, électorale, la CENI, depuis qu'elle est là. Parce que l'idée de CENI est venue quand? Est venue pendant des conférences nationales souveraines, n'est-ce pas, dans les années 90. On se disait que si le ministère de l'Intérieur organisait les élections, le pouvoir en place pourrait en profiter. Il fallait une structure où tout le monde est représenté pour éviter qu'il y ait des contestations. Mais malgré son existence, à chaque élection, on parle, on dénonce la vente de sièges pour siéger dans les assemblées. À chaque élection, on crie à la triche au niveau de la présidence. À quoi elle sert? Elle engloutit combien de milliards? Et donc, compte tenu de tous ces enjeux-là, la révision, ok. J'arrive, voilà. Donc, il y a autant de raisons sur ça. Oui. Si on supprimait le Sénat, les assemblées provinciales, qui ne sont là que pour créer des conflits, pour vendre aussi le siège, quand il y a élection, par exemple, de gouverneur, il y a des prix connus pour vendre sa voix. Mais ce n'est pas normal. Et alors, pour quelle efficacité? Il y a tous les jours des conflits en province. Ce sont des assemblées, à mon humble avis, qu'on a supprimées. Elles sont à 26. OK? Mais l'argent qui est affecté à ces assemblées-là peut servir à autre chose. Parce que même si on les supprimait, ça ne changerait rien. Et ça bloque, dans quelque sorte, le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, par exemple, démettre un gouverneur qui est élu par les députés provinciaux. Mais quand le pays, ça ne va pas dans une province, qui est condamné? C'est le chef de l'État. Exactement. Alors, il fallait qu'il ait la possibilité, n'est-ce pas, de nommer et de mettre, n'est-ce pas, ses gouverneurs. Or, cette constitution ne lui empêche. Donc, quelque part, ça bloque le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de la République. Voilà pourquoi nous voulons qu'on puisse réviser ou changer, n'est-ce pas, la Constitution. Ça, c'est un point de vue de Steve Mikaï et du PT. Les autres ont leur point de vue. Il y en a qui pensent... Comment vous voulez les deux à la fois, alors que le deuxième mécanisme n'est pas pris en compte par la Constitution? Je vais venir, okay. N'est-ce pas? Alors, j'étais en train de dire, ça c'est un autre point de vue. Un autre Congolais aussi peut avoir un point de vue. Eh bien, comme ce que j'avais exprimé à l'époque, qu'on peut passer du quinquennat au septennat. Il n'y a pas le système qui est le meilleur, parce qu'il y a des pays qui ont le septennat, d'autres ont le quinquennat. Un Congolais peut penser qu'il voudrait bien qu'on passe au septennat. Un autre peut estimer que pour lui, il faut faire sauter le verrou sur l'élimination des mandats, n'est-ce pas, présidentiels. Ce sont des points de vue, parce que tout se fait dans le monde. Il y a des pays où il n'y a pas de limitation. Il y en a où il y a des limitations. Rien ne dit que là où il y a des limitations, les gens vivent très bien. Je prends l'exemple, Netanyahou a maintenant combien d'années au pouvoir? 18 ans. Eh ben, nous avons connu Angela Merkel qui a fait, je crois, aussi 16 ans. On a connu Mme Thatcher en Angleterre, on avait fait 11. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Israël est moins démocrate que la RDC? Et pourquoi est-ce que Netanyahou est toujours là? C'est parce que le peuple israélien estime qu'il défend mieux Israël face à la menace qui l'entoure des Arabes. Nous avons aujourd'hui le président Tshisekedi, la façon dont il gère la guerre de l'Est, qui peut dire qu'il est fait mal? Un Congolais peut estimer aussi qu'on peut faire sauter ces verrous-là. Ce débat-là, il est démocratique. Eh bien, après, c'est la dialectique. Thèse, antithèse et puis synthèse. On peut tomber une synthèse. Maintenant, je réponds à votre préoccupation. Pourquoi parler du changement au lieu de la révision? Tout le monde peut d'accord avec moi, et d'ailleurs, j'estime que ceux qui nous suivent, la grande majorité est convaincue par le fait qu'il faut supprimer certaines institutions, dont l'Assemblée provinciale. Or, supprimer l'Assemblée provinciale, supprimer le Sénat, nous renvoie à la forme de l'État. Or, la forme de l'État est verrouillée à l'article 220. Très bien. On ne peut pas le changer. L'unique façon, n'est-ce pas, de pouvoir supprimer cette assemblée provinciale, c'est d'avoir une autre constitution. Mais quand est-ce qu'on parle d'une constitution? Parce que vous avez dit que, on ne prévoit pas le mécanisme de son changement. Évidemment, il y a plusieurs façons de changer la constitution. Ça peut être par une révolution populaire, ça peut être par un coup d'État.
mais on peut aussi voter une loi constitutionnelle, comme ce qu'avait fait De Gaulle, n'est-ce pas, avec la Constitution dans la Ve République. Il n'y avait eu ni révolution, ni coup d'État. Mais pour faire face à certaines contraintes, on avait créé, il y avait une loi constitutionnelle qui avait créé, n'est-ce pas, dans un groupe de constituants qui ont fait le projet, n'est-ce pas, de la Ve République qui a été soumis au référendum. Eh bien, on peut passer par ces mécanismes pour le faire. Mais cela demande qu'il y ait un débat national. Et personne n'impose, en commençant par le chef de l'État. Il avait dit qu'il mettrait en place une commission de scientifiques qui réfléchirait. Il n'a pas dit, voilà, ce qu'on va changer. Mais au moins, il a dit réfléchir. Mais les gens procèdent par le procès de tension. Mais puisqu'on est arrivé... Donc, attendez, comme on veut réfléchir à la Constitution, donc il veut s'éterniser. Mais non, ça c'est un procès d'intention. Nous parlons des faits entre scientifiques. On n'est pas des devins, on n'est pas des prophètes pour lire dans la pensée de quelqu'un. C'est un débat national qu'on engage et qu'on devra engager au moment opportun, qui est inopportun pour le moment. Pour le moment, ce qui compte, c'est la sécurité. Ce qui compte, c'est le contrat entre les USA et la RDC. Si ce contrat arrivait à être bien appliqué et qu'il y ait des investissements, qu'il y ait, n'est-ce pas, des emplois pour les jeunes et que nos dividendes servent à tracer des routes, de nouvelles écoles, des hôpitaux, des universités, au finish, c'est le peuple lui-même, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, à la chute de la carte blanche en 1993, qui va alors demander qu'il y ait cette révision ou changement de la Constitution qui permettrait que l'équipe qui gagne puisse continuer. Donc, on n'a pas forcé la note au niveau de l'Union sacrée. Je vais dire, voilà, 2 préalables pour arriver à cette fin-là. C'est ça. La paix dans l'Est d'abord. Par quelle baguette magique on mettra complètement la paix dans l'Est pour changer la Constitution? Mais la paix, elle est pointe à l'horizon. Comme je l'ai dit, eh bien, vous verrez que d'ici juin 2026, j'ai la conviction que la paix va revenir parce que c'est une question de quelques semaines, de quelques mois pour le faire. Tel que le dossier est conduit par le premier d'entre nous, il y a beaucoup d'assurance. Et l'application du contrat, n'est-ce pas, de cet accord avec les USA aussi. Et à la fin de compte, c'est le peuple qui va décider. Est-ce qu'on révise ou on change? Qui a le droit de refuser ça au souverain primaire? Personne. Donc le débat pour le moment est inutile. Ce qui compte pour le peuple, c'est avoir du pain, c'est avoir de l'emploi, avoir de bonnes routes. Or, vous savez, il y en a qui disent que voilà, on a bradé nos richesses pour un siècle. Nos aïeux étaient assis sur ces richesses depuis des millénaires, mais ils étaient dans des cabanes, sans hôpitaux, sans écoles. Ce n'est pas ça la richesse. Ce n'est pas l'or qui est la richesse, ni le cuivre qui est la richesse. C'est ce qu'on en fait qui est la richesse. Au lieu que ça reste comme ça, pour les générations futures, qu'on soit assis dessus, en manquant de tout. Mais si quelqu'un qui a la technologie vient vous aider à pouvoir les exploiter dans un contrat gagnant-gagnant qui va faire que le peuple se retrouve, où est le problème? Et au finish, je vais donner un conseil à mes compatriotes de l'Union sacrée. Arrêtons de vouloir forcer les choses. Eh bien, tel que le président conduit les affaires, si aujourd'hui il remet la paix totale dans l'Est, après 30 ans de guerre, qui est ce Congolais qui va dire, qui souhaite que Tshisekedi parte? Non, il faut que cette demande vienne du peuple. Ce n'est pas à nous, acteurs politiques de la majorité, de forcer la note. Laissons les choses aller comme elles vont. Et au finish, je pense que le peuple lui-même, n'est-ce pas, va demander une nouvelle constitution qui permettrait peut-être au chef de l'État. Mais en Côte d'Ivoire, parce que Alassane Ouattara a construit la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas trouvé d'inconvénient qu'on puisse réviser la Constitution pour lui permettre de briguer autant de mandats. Et même l'opposition s'est tue, d'ailleurs, en voyant ce qu'il fait. Donc, comme on a dit, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et c'est le peuple qui en décide. Quand ses intérêts sont garantis, quand la vie s'améliore, ce peuple va décider
parce que c'est lui qui est le détenteur primaire du pouvoir. Merci beaucoup, honorable Steve Mbikaï. Dernière question pour finir. Vous avez en partie répondu à l'opportunité de la révision ou du changement de la Constitution. Et si cette opportunité-là intervenait au-delà du mandat de président de la République, qu'est-ce qu'on fait? Non. Je pense que l'idéal, c'est de pouvoir avoir la paix avant, à aux élections dans le délai, c'est qui est devenu une impossibilité mathématique. Élection dans les On peut tout impossibilités, dire, vous dites. c'est devenu impossible. Parce que quand est-ce qu'on va financer la CENI? Parce que la guerre est prioritaire maintenant. L'argent va plus à la guerre. On n'a pas eu le temps de financer la CENI. Or, le processus prend quand même des années pour arriver aux élections. Et même si moi je pense qu'il faut qu'on la supprime, cette CENI-là, pour que le ministère de l'Intérieur récupère ses prérogatives, voyez-vous. Mais si nous approchons alors la fin du mandat, et c'est là que le soi-disant dialogue peut devenir nécessaire. Pour, n'est-ce pas, faire comprendre aux gens, écoutez... Vous dites soi-disant dialogue. Oui, c'est soi-disant. Parce que le dialogue doit être quelque chose d'exceptionnel. Chez nous, ça devient la norme. Mais quel est ce pays? Je prends la France. On a connu la crise avec Macron qui ne voulait pas laisser la gauche diriger le gouvernement. Il y a eu autant de premiers ministres qui tombaient. Est-ce que vous avez entendu la conférence épiscopale de la France demander à Macron de convoquer un dialogue? C'était une crise. Dans une démocratie, les crises sont absorbées, n'est-ce pas, résolues au sein des institutions, en commençant par le Parlement. Mais chez nous, le dialogue, c'est devenu la norme. Mais que non. Eh bien, si on approche la fin du mandat, en ce moment-là, si le président trouve que c'est nécessaire, il peut faire un dialogue. Même là aussi, ce n'est pas obligatoire. Parce que la Constitution dit très bien que le Parlement, le chef de l'État, avant de partir, il faut qu'il y ait des remplaçants. On peut aussi continuer, si on lançait le processus, par exemple, en 2028, si on est en processus d'élection, si on peut dépasser d'un à 2 à 3 ans, par exemple, c'est normal, même sans dialogue. Parce que les fameux articles 70. Parce que le président ne pourra être remplacé qu'à par un nouveau président. Élu. Parce que le Parlement aussi, nulle part, il n'est dit dans la Constitution que, même si le mandat tend vers la fin, il n'y a pas élection, il faut un dialogue. Alors d'où vient ce dialogue-là? Merci beaucoup. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Un dernier message rapidement à ceux qui vous suivent. La caméra est là. Le dernier message est adressé à la population. Il ne faut pas vous laisser distraire. Il est tout à fait clair que le président Tshisekedi a amené notre pays sur une bonne voie. Évidemment, il y a quand même des choses à reprocher, hein, n'est-ce pas, à 5 collaborateurs qui ont eu à exceller dans le travail et consorts. Mais quand on voit comment le chef lui-même gère la chose, gère le pays, on se lit dans ses yeux une dose très importante du patriotisme. Et que la volonté de bien faire est là. Et que bientôt, que le peuple soit sûr qu'avec cette stratégie qu'il a adoptée, des pouvoirs rendre utiles nos minéraux, les jeunes auront de l'emploi, il y aura des routes, des infrastructures, des hôpitaux, des universités qui vont être créées et que la vie, n'est-ce pas, va s'améliorer. Ce qui compte pour vos peuples, c'est ni la tête du président Tshisekedi, ni Steve Mbikaï, ni XY. Ce qui compte pour vous, c'est que vous soyez bien. Et c'est lui qui garantit vos intérêts. C'est la personne à soutenir. Or, il s'est fait que le président Tshisekedi garantit mieux les intérêts du pays. Donc, tous soyons derrière lui. Merci beaucoup, honorable Steve Mbikaï, président du Parti travailliste, député national. Je suis aussi président du groupe parlementaire AAP Code à l'Assemblée nationale. Très bien. Madame, Messieurs, c'en est fini pour grande interview de ces jours. Lire, c'est parler 2 fois. Cette émission a tourné autour des 2 cartes blanches publiées par l'honorable Steve Mbikaï que je vous invite à consulter pour parler 2 fois. Honorable Steve Mbikaï, merci d'avoir répondu à notre invitation et coup de chapeau pour vos cartes blanches. Je vous invite à consulter ces cartes blanches sur les différentes pages électroniques de Steve Mbikaï. Sur X et même sur Facebook aussi. Très bien. Madame, Messieurs, je vous fixe rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.